On pourrait s'imaginer un instant que le prestigieux prix Goncourt, c'est pas décidé par une poignée d'intellectuels dans un grand restaurant parisien, mais par 1600 lecteurs dans des petites bibliothèques de village et qui votent dans 3 langues différentes. Eh bien, c'est exactement l'anomalie fascinante des Swiss Gamer Awards dans le milieu du jeu de société. Ouais, une vraie démocratie ludique. Il n'y a pas de costume, pas de grille d'évaluation secrète, et surtout, on n'a pas ce filtre ultra-élitiste qu'on retrouve souvent dans les grandes cérémonies de prix. Et c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux quand on a fini de rédiger notre article sur ce palmarès 2025. Aujourd'hui, notre mission, c'est de plonger dans ces résultats, mais pas juste pour lister des boîtes en carton. L'idée, c'est de comprendre comment ce baromètre unique en Europe capte l'évolution du marché. Bah oui, parce que le contexte est vraiment crucial ici. Le SGA a été créé en 2010 par le festival Ludesco, et ça repose exclusivement sur les joueurs de clubs et de ludothèques. Bon, on va décortiquer tout ça. Faut se rappeler qu'on parle de la Suisse, donc un pays coupé en 3 régions linguistiques distinctes. D'habitude, les francophones consomment les jeux français, les alémaniques scrutent le marché allemand et les italophones suivent l'Italie. C'est clair. Et c'est ça le vrai tour de force de ce prix. Trouver un point de bascule transculturel. C'est la fameuse sagesse des foules, mais appliquée à des cultures très différentes en fait. C'est un peu le référendum d'initiative populaire du carton et des meeples. C'est exactement ça. Et la récompense ultime pour avoir réussi à mettre ces 1600 passionnés d'accord, c'est une véritable cloche suisse qui remet au festival Ludesco à la chaux de fond. C'est génial. Mais d'un autre côté, quand on regarde les lauréats qu'on a analysés dans notre article, on remarque que cette sagesse des foules, elle a accouché d'un éclectisme assez brutal entre les catégories. Brutal, oui, mais tout à fait logique vu l'évolution du marché. Si tu prends la catégorie principale avec Take Time de Libellude, Ah oui, le fameux jeu du silence. voilà. Pour fédérer autant de joueurs différents, on s'attendrait à une grosse machine hyper bruyante. Or là, c'est un jeu coopératif où on place des cartes autour d'un cadran et où le silence est devenu la mécanique centrale. C'est fou parce que l'absence de communication crée paradoxalement toute la tension. On se tait, on observe le rythme des autres, on transpire à grosses gouttes en espérant que notre partenaire a pigé notre timing. C'est un silence hyper studieux. Ouais, c'est ça. Et ironiquement, ça jure complètement avec le lauréat de la catégorie Family, Flip 7. Là, on est dans l'explosion vocale à 2 heures du matin. C'est le chaos. Et ce qui est fascinant avec le chaos de Flipset, c'est son origine. Ça a été inventé pendant le confinement par Eric Olson, qui est un prof de maths de l'Idaho. C'est ça qui est dingue. Sous ces airs de petits jeux de stop ou encore où on hurle autour de la table, c'est en fait une modélisation pure et dure des probabilités qu'il avait pensées pour ses élèves. La rigueur mathématique complètement déguisée en pur fun. Exactement. Même si, bon, petite parenthèse, il a déclaré que les royautés de ce succès mondial ne suffisaient toujours pas pour quitter son boulot de prof. La dure réalité de l'industrie, quoi. Ah bah ça, c'est sûr. Une industrie qui sait quand même récompenser les joueurs beaucoup plus exigeants, puisqu'ils ont inauguré cette année la catégorie expert. Et là, je vais être très franche. Quand on a débattu pour écrire notre article, j'ai eu un vrai doute sur ce grand gagnant. Expert. Le jeu coréen Wondrous Creatures. Ah oui, la grosse boîte de Super Meeple. Ouais, je me demande vraiment si les votants n'ont pas juste été hypnotisés par la direction artistique. Le plateau est somptueux, les meeples sont magnétiques. Enfin, est-ce qu'on récompense pas juste un magnifique objet plutôt qu'une vraie révolution mécanique? Je comprends ton scepticisme, vraiment. C'est vrai que le matériel flatte la rétine. Mais regarde un peu comment fonctionne réellement leur mécanique de placement d'ouvriers. Vas-y, je t'écoute. Tu poses pas ton meeple sur une simple case d'action pour prendre du bois ou de la pierre, tu vois. Tu le places sur une intersection qui connecte 2 hexagones simultanément. Ah d'accord, donc chaque placement a un double effet immédiat? C'est ça. Et c'est là que le cerveau chauffe. Chaque choix t'oblige à équilibrer 2 économies de ressources complètement différentes en même temps. Ok, je vois le genre. Tu peux pas te contenter d'optimiser un seul moteur de points. T'es constamment tiraillé dans 2 directions. Et c'est cette friction constante, cette douleur intellectuelle délicieuse, qui transforme ce très beau jeu en un vrai incontournable pour les experts. Ouais, ça fait sens. La forme sert le fond finalement. Si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de voir, on a un éditeur français qui fait jouer en silence, un prof de maths américain qui fait hurler les familles, et un designer coréen qui retourne le cerveau des stratèges. Le tout réuni et couronné en Suisse, ouais. Alors c'est sûr, l'impact purement commercial du SGA reste modeste face aux géants de l'industrie allemande ou américaine. C'est pas le spiel des IRS, c'est sûr. Non, voilà, mais sa valeur en tant que baromètre démocratique totalement mondialisé, elle est inestimable.
Ça donne vraiment à réfléchir tout ça. Si de simples bouts de carton et des règles bien pensées arrivent à créer un consensus aussi absolu, et ça au-delà des barrières linguistiques et culturelles, la table de jeu ne serait-elle pas en train de devenir le dernier véritable espace de diplomatie universelle?